Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est grâce à un nouvel invité que je vais vous faire voyager. Mon invité, c'est Loïc Bernard. J'ai connu Loïc quand il était jeune étudiant chez Ikea sur la zone de chargement. Et j'ai très vite apprécié son enthousiasme, notamment lors des fermetures du samedi soir. Mais je ne reçois pas Loïc pour vous parler de Ikea, mais bien parce qu'il va vous partager une vraie aventure. Cette aventure est encore plus vraie puisqu'elle concerne toute sa famille. Tous ensemble, sa femme et ses 3 enfants, ils vont traverser l'océan et le Canada pour s'installer le plus à l'ouest possible, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Loïc va vous raconter son parcours, la manière dont ils ont fait ce choix en famille et comment tout cela se prépare. Alors si vous avez la flemme à l'idée de faire votre valise pour les vacances, je vous invite à écouter cet épisode qui va vous montrer que votre valise, c'est une miette à côté d'un conteneur. Comme vous allez l'entendre dans l'épisode, ça ne sera pas le seul épisode consacré à Loïc et sa famille, bien au contraire. Oui, alors effectivement, c'est vrai que quand on a déjà une particularité en commun, c'est qu'on a tous les deux un prénom en guise de nom. Donc voilà, ça c'est, on partage. J'en ai plusieurs sur le podcast, clin d'œil à Gilles Didier aussi. Voilà, donc c'est une petite particularité, mais c'est pas pour ça que j'ai invité Loïc sur le podcast. C'est juste pour ça en fait. Ouais, sur Loin de chez soi, ça fait bizarre de juste être sur les noms, mais peut-être que je lancerai un podcast sur tous les gens qui ont un prénom à la place du nom. Ça peut être pas mal. J'y réfléchis, je me note ça. Non, je reçois Loïc. Je lui ai proposé de venir sur le podcast. Parce que forcément, comme on est des anciens de Ikea, on est resté en contact. Et puis, quand il m'a annoncé ce qu'il avait envie de faire comme aventure dans sa vie à lui et dans sa vie de famille, je me suis dit, tu peux pas ne pas venir sur le podcast Loin de chez soi. Donc, bonjour Loïc. Bonjour Frédéric. Bienvenue. Merci. Donc Loïc va parler au nom de toute sa famille, parce que je me voyais mal recevoir et sa femme et ses 3 enfants sur le podcast, mais bon voilà, ce sera le porte-parole de la famille. Et avant de nous expliquer quelle est son aventure, et vous l'aurez peut-être vu sur la vignette en vous connectant sur le podcast, ou pas, mais il va d'abord nous expliquer un petit peu son parcours de vie et celui de sa famille. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, merci pour l'invitation, de rien. Quand même si on se connaît bien. Donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Loïc. On s'est connus, toi et moi, parce que on a passé un petit moment dans une grosse boîte bleue et jaune, typée suédoise, qui s'appelle Ikea. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu m'as recruté quand j'avais 18 ou 19 ans, je crois. J'avais encore des cheveux, même à l'époque. Moi, j'en avais un peu plus aussi. J'osais pas te le dire. Si, j'en avais un peu plus. Ça. Donc, effectivement, moi, j'ai un parcours qui est plutôt vraiment de l'école interne de chez Ikea, parce que j'y ai passé quand même une petite douzaine d'années. Tu m'as recruté à l'époque pour un poste de caddyman. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Alors, faut expliquer, caddyman, c'est les gens qui poussent les caddies sur la zone de chargement et qui aident les clients à charger dans la voiture. Donc, avec des fois des trucs un peu drôles où on charge une cuisine entière dans une Clio. Voilà, ça c'est vu. Comment on le dira pas, mais ça c'est vu. On charge sur le toit sans galerie. Ça c'est vu aussi. Sous la pluie. Ça aussi. Bon, voilà. Il y a des trucs comme ça. Il y a plein de petites choses. Effectivement, c'est ce qui s'appelle rentrer par la grande porte, mais c'est aussi ça, l'école de la vie. Hein, clairement, ça fait aussi partie de moi. Et puis, voilà, j'ai fait tout mon petit parcours chez Ikea, du contrat étudiant. Ensuite, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire mes études en alternance. C'était un master à l'époque. C'est vrai. Avec Christelle, peut-être que si elle écoute, voilà, elle se reconnaîtra, et j'ai encore un peu contact aussi, bien sûr. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller faire des créations de magasins, notamment à Caen. Coucou à mes anciens collègues de Normandie s'ils m'écoutent. Quelques années, ça a été un peu le début de cette expérience de vie où tu pars de chez toi, t'es assez jeune, t'as 20-22 ans, tu pars pour aller ouvrir un magasin qui, pour ceux qui ont bossé un peu dans le retail, est une expérience de fou. C'est une expérience unique. C'est même compliqué de le décrire, en fait, je trouve. C'est clair. Tellement t'as cette adrénaline, c'est vraiment un monde à part. Et puis, il faut préciser juste que t'es originaire du Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait. Donc, partir à Caen, c'est déjà une première aventure. Pour l'époque, quand t'as 22 ans, que tu pars avec, entre guillemets, ta copine de l'époque, et effectivement, c'est tout un changement de vie, hein. C'était, avec le recul et surtout avec le projet dont je vais vous parler après, c'était que 400 km, 400 ou 450. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, c'était un monde. Voilà, c'était fou, quoi. Je partais à l'autre bout du monde, presque. Donc, effectivement, j'ai fait ça. C'était mon premier poste de manager aussi, hein, parce que
Un jour, il y a une dame qui m'a dit, Christelle, si tu m'écoutes, voilà, que j'avais une fibre managériale, que j'avais un truc, que j'aimais développer les gens, que j'avais ce truc de leadership en moi qui faisait que j'étais capable d'emmener les gens, que les gens me suivaient, que j'étais capable de dire quand ça allait pas, de pouvoir faire en sorte que les gens me suivent. Et j'ai adoré ça. Pour le coup, le management, ça a été, je pense, une révélation dans ma carrière. J'ai toujours su, je le sais encore aujourd'hui, que peu importe le domaine dans lequel je serai, ce que je veux faire, c'est du management. Hein. C'est ça qui m'éclate dans mon quotidien. Je pense pas que c'est mes différentes équipes que j'ai eu la chance d'avoir ces dernières années qui me contrediront. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai fait ça chez Ikea. Je suis revenu dans le Nord-Pas-de-Calais au bout de quelques années parce que j'avais ma première fille qui est née en Normandie, qui est une petite Normande, qui est née à Bayeux. Je suis remonté et puis j'ai eu un deuxième enfant, un troisième enfant. Et là, effectivement, j'ai voulu changer de vie puisque j'avais déjà fait beaucoup de temps chez Ikea, j'ai adoré cette expérience et encore aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est une superbe école, voilà, clairement. Et j'ai changé de vie pour le coup, j'ai changé du tout au tout. Je suis passé dans une autre entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui pendant quelques jours au moment où on fait ce podcast, encore pendant 2 petites semaines, où en fait j'ai eu l'occasion de bosser chez Soliazar Assurance, qui est pour essayer de faire court, parce que c'est un marché un peu complexe, mais c'est une sorte de courtier. Et où on m'a donné la possibilité de gérer des équipes de gestionnaires en assurance, pour le coup. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ça. Puis on a des trucs à raconter sur d'autres choses. C'est ça exactement. Donc voilà, donc pour le coup j'ai fait ça. Là ça fait bientôt 3 ans. Et voilà, tout ce parcours que j'ai eu m'a donné une envie d'un autre projet, de faire autre chose. Et avant de rentrer dans cet autre projet, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait ta femme, un peu rapidement son parcours professionnel pour qu'on arrive à situer un petit peu votre couple et ce que va donner cette aventure? Oui, bien sûr. Donc déjà, on s'est rencontrés chez Ikea parce qu'il était en contrat étudiant à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des gens original. Qui se rencontrent chez Ikea et qui finissent en couple. C'est très original, n'est-ce pas? Bizarre. Donc effectivement, on s'est rencontrés chez Ikea, puis on s'est plus quittés après. Et aujourd'hui, en fait, ma femme est professeure des écoles. Donc voilà, sa passion, c'est l'éducation des enfants, tous les types d'éducation possibles, les éducations Montessori, toutes les études psychologiques sur le monde de l'enfant, etc. Et encore aujourd'hui, du coup, elle est professeure des écoles sur Roubaix. Ok, très bien. Donc ça, on a placé maintenant le petit cadre, etc. Avant de rentrer dans cette aventure, t'es quel type de gars? Qu'est-ce que t'aimes faire en dehors du boulot, tout ça? Et puis même en plus t'es quel type de gars? C'est quoi vos moments de famille? Comment pour que les gens perçoivent un petit peu qui vous êtes? Et moi je te connais, donc c'est facile. À la limite, je pourrais les yeux fermés dire certaines choses que tu pourrais aimer ou pas. Après, je connais peut-être pas tout, donc justement c'est bien, je vais en découvrir. Mais voilà, pour que les gens fassent connaissance avec vous. Concrètement, on a un couple qui a eu 3 enfants. Les couples qui nous entendront, qui ont eu des enfants, qui ont encore des enfants bas âge, savent ce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est énormément de bonheur, c'est énormément de fatigue aussi, c'est beaucoup de remise en question. On a un couple pour le coup qui est très fusionnel, on est vraiment partisan de ce côté cocon familial, voilà. On n'a même pas dit quel âge vous avez, je viens de tilter. On a 33 ans. D'accord, tous les deux. J'ai 33 ans, elle va bientôt en avoir autant. Ok, et vos enfants, parce que c'est bien de placer aussi quel âge ils ont? La plus grande a 9 ans, va bientôt avoir 9 ans, pardon, le petit, le garçon a 5 ans et la petite dernière a 3 ans. Ok, comme ça place le cadre. Voilà, sortie d'autonomie, les couches, l'école et tout ça. C'est pour ça qu'on comprend ce lien avec la fatigue et autres. Si tes enfants avaient 15-16 ans, t'aurais dit les écrans, l'adolescence, tout ça. Exactement. Voilà, on comprend bien. Exactement. Donc c'est vrai qu'on est plutôt un cocon familial très fort. On a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, surtout dans le cercle amical, un peu moins dans le côté familial. Faut savoir aussi le dire et on n'a pas de souci avec ça. On est, je pense, beaucoup plus proche de nos vrais amis proches que de notre famille. Pour le coup, c'est aussi un choix de vie. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est des gens qui sont très loyaux. Tu vois, on a encore beaucoup de contacts avec des gens qui ont compté beaucoup dans notre vie. De près ou de loin, on n'a pas besoin de s'afficher sur Facebook pour montrer qu'on est avec des gens en mode selfie dans un bar, mais les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous quand il faut, qu'on reste joignable, qu'on sait aussi joindre quand il faut, sans faire de faux semblants, mais en restant plus vrai possible. Et voilà, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui en sortent, et ça fait aussi partie du cycle de la vie. Mais tant qu'en tant que parents, nos enfants sont heureux, sont épanouis et qu'on se pose les bonnes questions, parfois trop quand on est parent, faut savoir aussi le dire,
Mais voilà, pour nous, c'est le principal. Ok. Tu aimes, il y a des choses particulières que vous aimez faire en dehors du boulot et de la vie de tous les jours. C'est vraiment 100% famille ou il y a des activités aussi un petit peu autour? Alors c'est beaucoup entre nous en famille. On accorde aussi pas mal de place au sport pour les enfants parce que alors moi mon activité sportive avec tous ces enfants, le manque de temps, le boulot, je vais me trouver toutes les excuses du monde, mais c'est un peu compliqué. Par contre, ça nous tient à cœur que nos enfants fassent du sport, de préférence licenciés dans un club, plutôt pour le côté social, pour le côté mon fils fait ceci, ma fille fait cela. Mais voilà, c'est hyper important cette éducation autour du sport, autour de l'environnement. On n'est pas, on n'a pas la prétention de dire qu'on est écolo dans l'âme. Par contre, on essaie de faire attention et de faire en sorte que les enfants comprennent ce que c'est que le tri des déchets. Mon fils de 5 ans sait comment on fait du compost, c'est à quoi ça sert, c'est pourquoi ça sert dans le jardin. On essaie vraiment de privilégier une balade en forêt que dans un centre commercial. On a une forêt ici à Falampin qui est pas très loin, et même si t'entends un peu le bruit de l'autoroute, ça reste quand même une belle forêt plutôt que de s'enfermer dans les magasins. Et puis le bricolage, parce qu'on a aussi retapé 2 maisons, surtout sur de la grosse déco, mais ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. On est passionné de déco, de bricolage et tout ça. Ok. Bon, maintenant qu'on sait un petit peu qui vous êtes, on va parler, même si les gens encore une fois le savent certainement en ayant découvert le podcast. C'est quoi le projet qui s'est dessiné il n'y a pas si longtemps que ça? Eh ben, le projet qui s'est dessiné, déjà c'est un projet qu'on avait un petit peu en tête depuis une dizaine d'années, mais qu'on avait mis de côté pour certainement plein de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. En tout cas, on n'était pas prêt. On avait un besoin de changement, on avait envie de voir autre chose, une autre mentalité, une autre éducation pour les enfants, un autre mode de vie. Pas pour critiquer celui qu'on a en France, parce qu'on est hyper chanceux en France, faut savoir aussi se le dire. Mais on voulait quelque chose de différent et se confronter à autre chose. Et notre vie, elle est faite de challenges. On s'est toujours rechallengé, on a toujours bougé, déménagé, vendu une maison, racheté une maison, retapé, etc. On n'a jamais su se poser. Et on s'est dit qu'on avait besoin d'un nouveau challenge. Et un jour, on est parti en vacances en Bretagne. On n'était pas très loin de la Pointe du Raz, pour ceux qui aiment la Bretagne. C'est le plus gros challenge. Vous avez cru ce qu'on avait mis sur la vignette, c'est faux, ils sont partis en Bretagne. C'est ça. Et on était sur la Pointe du Raz et on s'est dit, ouais, super, on est hyper à l'ouest. Est-ce qu'on se verrait pas vivre ici, par exemple? Et on s'était dit que c'était presque pour une blague, c'était pas assez à l'ouest. Et on s'est regardé, on s'est dit, en fait, ce qu'il y a de plus à l'ouest, c'est les États-Unis, en fait, ou c'est le Canada. Et on en a parlé, on a continué de passer les vacances, et au bout de quelques semaines, ça a fait son chemin. Et donc ça, c'était en octobre-novembre. Et au mois de janvier, on s'est dit, tiens, si, il faut qu'on fasse. On est dans une période de notre vie où on peut le faire. Et on s'est dit, bon, go, on part. On cherche un boulot au Canada. On s'expatrie. On savait pas encore que ce serait compliqué. On s'était dit que on se connaît. Si c'est un projet qui dure 2 ans, ça ne fonctionnera pas. On trouvera d'autres choses en attendant, on va faire d'autres choses, donc ça marchera pas. Et on s'est mis dessus, c'était au mois de janvier, et quelques semaines après ça s'est fait. Mélanie a trouvé un boulot dans l'enseignement, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, ils recherchent énormément de main d'œuvre. Ça aide beaucoup, il y a des programmes qui font que tu peux y être en quelques mois. Et puis quitte à faire ça bien, on s'était dit que le Québec c'était pas suffisamment loin, il y avait beaucoup de francophones, il y a énormément de Français qui partent au Québec. Pas assez à l'ouest. C'est pas assez à l'ouest, c'est un peu ça en fait. Et surtout on s'est dit en fait, quitte à être dans un pays comme ça, autant pousser jusqu'au bout le projet et aller dans une province anglophone. Et du coup on a choisi de s'installer à Vancouver, sur la côte ouest, du coup dans la province de la Colombie-Britannique. Ça rigole pas, quoi. Quand on va à l'ouest, on y va à fond, quoi. À fond. Et c'est quoi ce qui a motivé, parce que donc là, on a bien compris qu'il y avait un voyage en Bretagne et on regarde à l'ouest, mais il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a il y a un contexte, etc., qui a fait que vous vous êtes dit, allez, on y va, quoi? En fait, on s'est dit que c'était une sorte d'alignement des planètes, quoi. C'est-à-dire que moi, je sors de Soliazar aujourd'hui, vu qu'une expérience de 3 ans, qui est pour le coup réussie. Je suis content vraiment de ce que j'ai fait avec mes équipes. Et j'avais envie de continuer, de voir encore d'autres choses. On s'intéresse aussi beaucoup au mode de pensée anglo-saxonne, tout ce qui est l'éducation aussi des pays nordiques, type la Suède, etc. Vraiment sur leur méthode d'éducation, sur leur pensée, sur leur façon de voir les choses. Et on s'est dit que là, les planètes s'alignaient sur l'âge des enfants, sur notre mode de vie à nous, sur tout ce qu'on a. Et qu'il fallait juste se décider et qu'on pouvait se charger toutes les excuses du monde. La maison qu'on aura fini de payer dans 20 ans. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a la maison en briques rouges que tout le monde veut dans le Nord-Pas-de-Calais, individuelle, avec la voiture familiale et tout ça. Et en fait, on s'est juste dit, est-ce que ça nous rend vraiment heureux, ça ou pas?
Alors oui, c'est un confort de vie que peut-être on regrettera plus tard, mais on s'est dit que c'était peut-être pas ça l'important, et que ce qu'on voulait surtout, c'était une expérience de vie, que ce soit riche pour nous, et on s'est dit, en fait, il faut y aller. Donc il faut que ça se fasse, on se donne les moyens, et quand on est parti dans un truc, on y va à fond, et du coup, en quelques semaines, on a réussi à trouver le job, et du coup, le permis de travail, parce que c'est beaucoup de démarches qui sont très compliquées. Et pour le coup, on s'est décidé, et là, on décolle le 13 juillet. Et donc, quand tu dis c'est beaucoup de démarches, ça a été quoi les premières démarches pour que des gens qui se disent tiens, j'ai envie d'aller à Vancouver, ou même qui n'ont pas envie d'aller à Vancouver mais qui sont des bons petits curieux, comme moi je peux l'être, c'est quoi les premières actions qu'on doit mettre en place? Alors déjà, il faut forcément beaucoup se documenter sur Internet, être hyper vigilant sur toutes les sociétés qui vous vendent du rêve au Canada, avec des jolies photos, des gens qui se disent avocats, qui en fait sont aussi avocats que toi et moi, c'est-à-dire pas grand-chose pour le coup, c'est clair, qui prennent des jolis billets pour pouvoir vous embarquer là-bas. La première des choses à faire, c'est déjà de choisir la province dans laquelle on veut être, parce que chaque province du Canada a sa façon de faire les choses, a ses équivalences de diplômes qui sont demandés. Donc il faut déjà choisir ce projet-là où vous voulez être, en fait, tout simplement, et ensuite essayer de trouver un job, et du coup une façon de pouvoir y entrer et d'avoir un permis de travail. Il y a plein de choses, il y a le PVT qui est une sorte de tirage au sort, nous on part avec un programme de mobilité francophone, concrètement, qui a été fait par le Canada pour des emplois qualifiés, infirmières, charpentiers, cuisiniers, professeurs, parce qu'ils veulent vraiment promouvoir ce côté francophone qu'ils ont encore du mal parce qu'ils sont pas assez d'enseignants français, et pour ça ils sont capables d'accélérer les démarches et de vous faciliter le permis de travail. Et c'est pour ça que du coup mon épouse arrive à avoir un permis de travail qui est fermé pendant 2 ans, donc elle est attachée à son employeur là-bas pendant 2 ans, et du coup moi en tant que conjoint ça me permet d'avoir un permis de travail ouvert qui est le Graal pour tous ceux qui veulent aller au Canada, puisque avec ça tu peux tout faire. Ok. Et donc ta femme aujourd'hui sera professeure des écoles en français ou en anglais? Alors, ce sera en français, pour le coup, parce que on n'a pas un niveau fluent English suffisant. C'est vrai que c'était comme ça aussi, c'est un gros challenge pour nous. On n'a pas un niveau qui est dégoûtant, mais on a un niveau typiquement français universitaire qui est, comme beaucoup de français, insuffisant, parce qu'on n'apprend pas l'anglais de la bonne façon en France. Donc en fait, elle va travailler dans un réseau d'écoles francophones, où la plupart des enfants sont des enfants issus de mariages multiculturels, où un des parents est francophone et veut que son enfant garde son côté français ou québécois. Et donc pour le coup, elle enseignera en français. Ok, d'accord. Donc elle a cette entre guillemets cette chance de pouvoir s'intégrer plus rapidement dans son job, de pas avoir la contrainte de la langue. Exactement. Ce sera pas ton cas? Ce qui sera certainement pas mon cas, puisqu'il y a quelques postes qui sont francophones, de ce que j'ai commencé à vraiment étudier, mais souvent c'est un niveau bilingue qui est demandé. Et c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive. C'est-à-dire que j'ai toujours appris l'anglais à la fac, comme beaucoup de gens. Et je pense vraiment qu'il n'y a rien tel que de s'immerger dedans, sortir de sa zone de confort. C'est un truc que je dis depuis des années, que je dis à tout le monde et que je me dis aussi à moi. Donc non, pour le coup, j'ai pas un niveau bilingue, et pourtant il va falloir que je m'y mette, quitte à trouver un job un peu plus alimentaire dans un premier temps, ou peut-être que j'aurai de bonnes surprises. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir me confronter à ça, parce que mon poste de manager, je veux le garder. Je sais bien que je l'aurai peut-être pas à court terme, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi manager plus tard aussi en anglais, dans quelques temps, quelques mois, quelques années peut-être. Ok. Et aujourd'hui, dans ton projet d'aventure, tu viens de le dire, job alimentaire, mais tu sais que ça peut être une première étape pour apprendre la langue, de te retrouver dans un job plutôt alimentaire, et ça, c'est quelque chose que tu as accepté, entre guillemets, cette c'est pas une régression, mais en tout cas ce retour un peu en arrière. Je pense qu'en fait ça a toujours fait partie de moi. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un poste de cadre dans le monde des assurances, c'est très cliché, dans le côté très très posé, mais voilà, j'ai une éducation où je viens d'un milieu modeste, j'ai toujours bossé. J'ai été caddieman il y a peut-être 15 ans maintenant chez Ikea. J'ai aucune crainte, aucune peur, et j'ai toute l'humilité de pouvoir me dire j'arrive dans un nouveau pays. Ils vont pas m'accueillir les bras ouverts, c'est pas un Eldorado, ils s'attendent pas que Loïc Bernard, attention, je pense qu'ils ont autre chose aussi à faire. Je pense. Ouais, je pense. Et pour le coup, ça sera à moi de faire mes preuves, et je pense que la force et la valeur de travail, même si c'est repasser par une case de collaborateur, d'exécutant, si je déteste ce terme, pour un boulot alimentaire pendant quelques mois, et s'il faut, je le ferai, il y a pas de souci. Ok. Et avant de continuer dans les démarches, comment on l'annonce aux gens qui comptent, qui sont par ici? Ceux qui nous connaissent bien savent
qu'on paraît un peu timbré parfois dans nos projets. Voilà, on peut aller très très vite sur certains sujets. C'est pas si facile que ça, surtout pour les amis, pour les vrais amis, pour les parrains, marraines des enfants. On a la chance d'avoir des amis, d'être bien entourés, des gens qui comprennent, qui sont contents pour nous. Certains ont mis un peu plus de temps à se dire ouais, ok, tant mieux pour vous, mais concrètement ça m'embête parce qu'on vous verra beaucoup moins et on viendra vous voir, vous rentrerez, mais ça sera plus aussi facile que faire un apéro un samedi soir parce que vous êtes pas loin et que voilà. Donc c'est pas simple. Je pense que ça a été peut-être un des éléments les plus stressants, de pouvoir l'annoncer à la fois à ses proches, à ses amis ou à sa famille, et aussi à ses collègues et encore plus à ses collaborateurs. Des moments d'émotion dans certains cas? Oui. Je m'étais promis de pouvoir le dire parce que c'était de pouvoir le dire de façon enjouée parce que c'est notre projet de vie en fait. Je voulais surtout pas dire je suis désolé, je m'en vais. Non, je suis pas désolé de m'en aller. Je suis hyper content de le faire et de dire voilà, j'espère que vous serez content pour nous, j'espère que vous le comprendrez, mais que vous le compreniez ou pas, c'est notre vie et on le fera. Donc, mais on espère que vous nous soutiendrez dans le projet parce que ça fait toujours beaucoup plus plaisir que d'avoir des freins et la plupart des gens, inconsciemment ou pas, te donnent leur stress. Mon Dieu, vous partez avec 3 enfants, votre maison, votre famille, vos amis, qu'est-ce que vous allez faire, le chien, tout ça. Ouais, c'est pas grave. Dieu, c'est ça, mais c'est la réaction de la plupart des gens. C'est waouh, la chance que vous avez, mais mon Dieu, comment vous allez faire, vous êtes des fous. C'est le côté difficile à vivre du changement français. On n'aime pas trop ça. C'est pas trop notre tasse de thé. Et on parle de comment l'annoncer aux amis et aux proches. Les enfants, comment on les intègre dans le processus? Est-ce que vous aviez décidé de les intégrer dès le début et si vous avez dit non totalement, vous n'y alliez pas? Je ne sais pas comment ça s'est passé justement. Alors, déjà on a 3 enfants d'un âge différent. C'est-à-dire que ma petite de 3 ans, autant te dire que elle comprend rien. Elle commence à savoir à peu près où c'est le Canada sur une carte, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Mon fils de 5 ans, il se rend pas encore compte de la distance. Pour lui, partir au Canada, c'est comme partir en vacances en Provence, c'est pareil. On peut revenir très vite. Ma fille le comprend beaucoup plus parce qu'elle a 9 ans, elle sait qu'elle va quitter ses copains-copines, elle a une notion de la distance et du temps que les 2 autres enfants n'ont pas, mais c'est qu'on les a inclus dès le début dans le projet. Les 3, même si ma fille avait 2 ans et demi, on l'a inclus juste pour leur en parler, qu'ils commencent à s'acclimater, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord ou pas. Au risque qu'effectivement ils nous disent que non. Mais on les a inclus depuis le début, jusque la semaine dernière, quand on chargeait les cartons pour que ça parte dans le container. Parce que le container est parti vendredi, on sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est eux, ils étaient là avec nous pour dire au revoir aux jouets, parce qu'ils les reverront que dans quelques semaines. Mais pour le coup, ils ont tout fait avec nous. On les a quand même préservés de certaines choses, parce que forcément, tu te libères de beaucoup de choses. Tu te rends compte que tu as beaucoup de choses qui servent à rien du tout. La moitié de ce que tu possèdes, en tout cas dans notre cas, on s'est dit qu'on aurait pu s'en passer depuis longtemps. Mais parlons-en justement, ça fait partie des démarches. C'est quoi l'organisation pour ça? On se dit, on fait un tri avec dans le garage, on met ce qu'on veut plus, et dans l'autre pièce, on met ce qu'on garde. Comment vous vous êtes organisé? En fait, on avait déjà fait le choix depuis quelques temps d'essayer de pas acheter de superflu, de prendre vraiment ce qu'on avait besoin et ce qu'on n'avait plus besoin de le revendre ou de le donner à des associations qu'on connaît maintenant, pour des gens qui sont vraiment pour le coup dans le besoin, plutôt que ça pourrisse dans ton placard ou dans ton grenier ou dans ta cave. Mais on se rend compte que même avec ça, on avait énormément de choses. Donc on a trié, on a vendu des choses depuis des semaines déjà. Et la première étape, c'était forcément aussi de vendre la maison, parce qu'on avait un bien immobilier. Forcément. Le marché de l'immobilier fait qu'en ce moment, c'est hyper facile. Donc ça nous a aussi aidé dans le projet. Et jusqu'au bout, de toute façon, on va se séparer de quasiment tout. Pour te dire, on a une maison de 160 mètres carrés et des patates. Et on a pris un container de 4 mètres cubes. Wow. 4 mètres cubes, pour ceux qui font la conversion, c'est rien. C'est même pas ce que tu mets dans un Kangoo. Hein. Si c'est un Kangoo, on va dire. Ouais. Un Rhône Master, un truc comme ça. Et donc encore plus facile de vendre la maison vu qu'il n'y a pas d'autre achat derrière. Exactement. Comment on envisage, avant de revenir un petit peu, mais on fait de temps en temps des petits sauts pour pas être monotone dans ce qu'on dit, comment on envisage le logement là-bas? C'est pas simple, puisque la Colombie-Britannique, même si j'y ai jamais mis les pieds, ça faut le dire aussi pour le coup, c'est aussi pour ça que les gens nous prennent pour des fous, c'est que c'est une province magnifique, c'est une carte postale, c'est là où sont tournés plein de films, voilà, c'est limite si tu sais que tu vas te faire mal, ne regarde pas sur Google les photos. Par contre, c'est une province qui effectivement est très chère, le coût de la vie est très élevé, et là-bas tout va très vite, c'est-à-dire que concrètement,
Et tu peux pas trouver une maison à louer ou à vendre 2 mois avant. Tout se fait dans la minute en fait. Tu visites, tu donnes ton dossier, 2-3 heures après t'as l'acceptation, t'as les clés. Pour un achat c'est pareil, y a pas de frais de notaire de 3 mois. T'y vas, t'es ok, t'as ton crédit, 3-4 jours après t'as les clés de ta maison quoi. Ok, il n'y a pas de M6 recherche appartement où je réfléchis pendant une semaine savoir si je prends le truc ou pas. Non, tu prends tout de suite. Voilà. Okay. Il faut aller très très vite et c'est vraiment un marché d'opportunistes, donc il faut avoir un bon dossier, il faut avoir le cash surtout, c'est un pays nord-américain quand même. Il faut avoir le cash, mais effectivement le coût de la vie reste assez élevé, donc on fera certainement des concessions. On n'aura pas le même type de maison au début, mais l'idée c'est de reconstruire quelque chose là-bas en fait, de partir de plus petit avec toute notre humilité et de reconstruire là-bas quoi. Donc là pour l'instant pas de logement. Non. Quand vous arrivez sur place, camping, je plaisante. Airbnb pour le coup. Non, pour le coup, ouais, ça va être des Airbnb et l'idée, alors je vais quand même essayer de le trouver avant, mais plus pour voir un peu ce que fait le marché, mais il est plutôt envisageable que on arrive là-bas, qu'on ait du Airbnb pendant quelques semaines, qu'on a déjà réservé et que on recherche tout de suite quand on va arriver, en plus de tous les papiers, de rechercher la voiture et tout ça. Si on revient maintenant un peu en France, quand vous avez pris la décision, est-ce que vous vous êtes noté un endroit ou un truc, les peurs que vous aviez, ou vous en aviez parlé avant de prendre la décision et puis après c'est terminé, on parle plus des peurs? En fait, on a fait un bon vieux truc qui marche encore, c'est les plus et les moins. Oh non, ce truc-là, putain. Mais ça marche encore, encore. Qui a inventé ce truc-là? Il aurait dû déposer à brevet parce que ça marche super bien. C'est du management de bas étage, mais ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est comme les to-do list et tout ça, voilà. C'est clair. On s'est listé vraiment tous les plus et les moins, et dans les moins, on a essayé de surligner ce qui était vraiment important pour nous. Et c'est là qu'on s'est dit que le côté matériel, on s'en fichait. Pour le coup, vraiment, il y a des gens qui le sont plus et on le respecte, mais nous, c'est pas nous. Donc on a juste listé tous les plus et les moins. Et ensuite, on s'est décidé comme ça. Et c'est quoi les moins qui restent et qui ont quand même permis le départ et la décision, mais il y a peut-être des moins qui restent et qui sont des petites craintes et qui peuvent être partagées, comme ça certains peuvent se dire ah bah ils ont les mêmes peurs que nous, mais ils y vont. Bon bah ok, peut-être que... t'as forcément la crainte financière, ça faut le dire, parce que forcément ça reste une vie là-bas qui est très chère et puis il faut tout redémarrer de zéro, hein, et ils s'en fichent que je sois cadre en assurance, ce qu'ils veulent voir c'est ce que je vais faire. Donc t'as forcément ce côté-là, est-ce qu'on va s'habituer aussi au mode de vie, parce qu'on ne le connaît pas pour le coup. Comment vont réagir les enfants, est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la nouvelle école, pour le coup ils seront dans l'école de ma femme, donc ça aide. Est-ce qu'on trouvera un mode de garde pour notre petite dernière, parce que là-bas en dessous de 5 ans les enfants sont pas scolarisés. Combien de temps on va partir? Aujourd'hui je suis incapable de dire si on part 1 an, 2 ans ou 10 ans, si on n'ira pas dans un autre pays après. Donc voilà, c'est surtout ces craintes-là et surtout le côté aussi départ. Un truc qui commence à nous inquiéter, c'est le Covid, parce que si 2 jours avant on a un test positif, l'avion il part sans nous, il va pas nous attendre. Donc voilà, c'est surtout ce genre de choses-là où là on aimerait avoir une boule à remonter le temps pour dire voilà, on est installé, c'est bon, on a pu se poser, l'avion, les 12 heures d'avion, ça s'est bien passé. Et on peut être posé. On a partagé aussi sur la santé. Il y avait un truc autour de... Parce qu'effectivement, et c'est là où on va mettre en avant un petit peu la France aussi, hein. Même si on râle, on a un système de santé, même s'il est en grande difficulté, on tire notre chapeau aux soignants, ça c'est sûr, mais pour autant, c'est un système de santé qui fonctionne et qui n'est pas cher, qui est accessible, ce qui n'est pas le cas là-bas. Et donc aujourd'hui, c'est un truc que vous avez mis dans les mois. Ouais, c'était une des craintes parce qu'on a la chance d'être en bonne santé, d'avoir 3 enfants en bonne santé, mais effectivement c'est un système nord-américain donc tout se paye. Il y a des gens là-bas qui clairement ne se soignent pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc ça faisait partie des moins, c'est sûr. Et effectivement c'est là qu'on se rend compte qu'en France c'est même plus que pas cher, c'est quasiment donné pour beaucoup de choses, et quand on se plaint parce que on doit payer 5 € de notre poche ou 30 centimes ou 50 centimes un médicament, dites-vous là-bas il y a des gens qui se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer en fait. La phrase « Comment ça, c'est pas remboursé ?» ça n'existe pas là-bas. Il y a pas de... Voilà. C'est pas remboursé. Tout court, donc la phrase n'existe pas. Faut avoir une bonne complémentaire santé avec un boulot qui te permet d'avoir des complémentaires santé pour tout ce qui est dentiste, ophtalmo et tout ça. Et encore, il y a des astérisques. Si vous avez été chez le dentiste, mais vous aviez pas fait machin, vous pouvez pas. Donc, on implique les enfants, on a fait les plus et les moins, et puis on a décidé il y a plus de plus que de moins. Donc, on y va, on fonce. T'as parlé de ce conteneur. Concrètement,
la vente de la maison, c'est un moment où on fait yes, on ouvre une bouteille, ou en tout cas on fête le truc, ou c'est bon bah ça c'est fait et on enchaîne. Comment est-ce qu'on fête les étapes ou est-ce qu'on est dans le truc allez, compte à rebours et on fonce? En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais. Et c'est aussi ce choix qu'on a fait, de se dire, on se décide concrètement, on va dire courant du mois de février. Tellement à l'avance. Et on décolle le 13 juillet, tu vois. Donc en fait, on a fait la vente de la maison, c'est le premier truc qu'on a fait, parce que t'as forcément ces fameux délais de 3-4 mois. Pour le coup, ça se passe plutôt bien. Tu te dis, c'est bon, j'ai passé le délai de rétractation, on est OK, mais en fait, tu penses déjà aux billets d'avion, parce qu'il faut pas les réserver trop tard. Et dès que ça c'est fait, tu penses au boulot, tu penses à l'école, tu penses au permis, tu penses à la garde d'enfants. Et encore là, aujourd'hui, maintenant, même s'il y a beaucoup de ces sujets-là qui sont déjà calés, c'est verrouillé, c'est bouclé, on pense déjà à l'étape d'après. Et ces moments parfois de vertige que tu peux avoir, ce que je disais encore à mes collègues, Boujama s'il m'écoute, parce qu'il me demandait comment ça se passait le projet, je lui disais en fait c'est un peu comme quand tu montes un building. Tu montes de plus en plus haut, tu t'allèges de plein de choses et t'as pas le temps en fait, parce que tu montes. Et à un moment donné où tu t'arrêtes, où tu te poses, parce que c'est un dimanche après-midi, pour une fois dans ta vie, tu vas prendre une demi-heure pour toi, pour te reposer. Et là, tu penches la tête et tu te dis, wow, punaise, c'est haut. Et quand je serai tout en haut, je vais devoir sauter. Et c'est ce moment-là, en fait, où parfois t'as pas le temps de réfléchir et c'est ce qui te permet d'enchaîner tous les sujets. Sinon, c'est là que ça te met des doutes, en fait. Et tu parlais de permis, c'est permis de conduire? Non, de permis de travail, pardon. D'accord, permis de travail. Et par rapport au permis de conduire, c'est un détail comme ça, mais il n'y a pas de formalité particulière là-bas? Si, comme tout. En fait, ton permis, il est valable 3 mois là-bas. D'accord. Mais tous les expats le diront, le premier truc que tu fais là-bas, c'est que tu vas changer ton permis. Ils te prennent ton permis en Colombie-Britannique, mais par exemple, je crois qu'ils le font pas au Québec. Ils te donnent du coup un permis de conduire canadien de la Colombie-Britannique, qui est une pièce d'identité. Okay. Qui te permet d'ouvrir un compte en banque, qui te permet de pouvoir transférer tes fonds, qui te permet de pouvoir trouver un appartement, qui te permet de tout faire en fait. Ok. Et conduite à droite? Conduite à droite, ouais. Conduite à droite. Enfin, tu travailles ta main gauche, bon, en même temps, c'est pratiquement que des automatiques, donc... C'est que ça, ouais. Voilà, ah non, donc, si tu veux un bon diesel avec une boîte manuelle, tu peux faire tout le tour de la province, je peux te dire que tu n'en trouveras aucune. Et donc là, on fait toutes les démarches. Est-ce qu'il y a eu, une fois que tu as vendu la maison, est-ce qu'il y a eu un moment avec les amis en disant tiens, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça, ou on va donner ça, vous avez réuni les gens, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était de la vente au fur et à mesure, ou ça a été un moment pareil organisé? En fait, c'est hyper compliqué à faire, ça paraît pas. J'ai passé des soirées. Encore hier soir, tu vois, j'ai fait ça pendant 2 heures. C'était la voiture que j'ai vendue avant-hier, pareil, pendant quasiment 2 heures. J'ai pas arrêté jusqu'à 21h. Donc, heureusement qu'il y a plein de sites, type Le Bon Coin, Vinted, etc. Et on a dit aux amis, voilà, on met tout en ligne. Comme ça, c'est plus simple. Parce que pour nous, on a besoin que ça soit fluide. On peut pas se permettre d'avoir la maison pleine jusqu'une semaine avant le départ. Je viendrai te le chercher le 12 juillet. Non, pas possible. Viens maintenant, sinon ça part en fait. Et du coup, les amis le comprennent parce que voilà, ça permet un peu de séparer les choses. Mais voilà, on est obligé que ça aille vite en fait. Donc il faut plutôt que les gens, pour le coup là, s'adaptent à notre rythme à nous. Normal. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et les enfants, vous vendez des choses des enfants, est-ce que eux le comprennent ou est-ce que eux vous avez pratiquement rien vendu et c'est le conteneur, il y a plein de trucs pour les enfants? Je pense que dans le conteneur, tu dois avoir à peu près 3/4 des affaires pour les enfants. Okay. Je vais te dire 80%, mais on est dans le 80-20, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour le coup, le 80-20, je pense qu'on est bien. Okay. Sans les enfants, je pense qu'on n'aurait pas pris le container. Ouais. Parce que c'est quand même un gros budget aussi, il faut dire. Je me doute. Puis ça quand tu parles de budget, c'est en fourchette, c'est à peu près... Aujourd'hui, tu vois, si tu vas faire partir un 4-5 mètres cubes en Colombie-Britannique, en sachant que ça traverse tout le Canada, ou alors ça passe par le canal du Panama, faut compter un budget à 4-5 000 euros si c'est bien négocié. Wow. Si c'est ta maison, tu peux aller jusqu'à 15, 20, 25 000 si tu mets toute ta maison. C'est pareil là-bas, tout en électroménager, t'en fais rien, c'est pas les mêmes prises. Tes lits, pour eux, c'est des lits mobiles. Hein. Concrètement, ton lit en 90 là-bas, il n'existe pas. Le king size ici, c'est un lit d'enfant. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée. Mais pour le coup, c'est vrai que la plupart des affaires, c'est des jeux pour enfants, des jeux de société, des trucs auxquels ils tiennent. Et on les a inclus dans, ok, ça tu conserves, mais tu sais que ça fait un gros chemin. Ou alors ça, tu t'en sépares ou tu le donnes à d'autres enfants qui sont dans le besoin. Et on les a inclus jusqu'au bout, jusqu'à les donner sur le parking de la sauce. Et c'est même eux qui l'ont fait en disant, voilà, je l'utilise plus, autant que ça parte à des enfants qui ont envie de le faire. Tu sens que dans leur petit cœur, parfois c'est un peu dur, surtout pour les plus petits parce qu'ils comprennent pas. Et eux, ils auraient aimé tout prendre, mais raisonnablement, tu pouvais pas non plus. Normal, mais puis peut-être que c'est au fond une manière de leur faire découvrir la vie plus rapidement et puis de leur faire les attacher à des vraies valeurs. Et je pense que c'est un point hyper important pour vous, d'après ce que je comprends.
C'est hyper important parce que aujourd'hui, quand tu vois alors on n'est pas du tout fan de l'internet pour les gamins, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, la société de consommation te dit aux gamins, allez regarder des vidéos de gamins qui font ce qu'ils veulent dans les magasins parce qu'il y a un challenge de je sais pas quoi, videz le magasin, ça repart chez vous, allez dans les parcs d'attractions, faites tout ça. Et on essaie de lutter contre ça pour leur dire non, ça c'est pas la vie, ça c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que vous avez besoin, ce que vous pouvez donner aux autres, ce que vous pouvez vous acheter, la valeur de l'argent. Commencez à leur dire aussi, bah voilà, ce que tu veux là, c'est autant de sacrifices, c'est autant de temps et autant d'argent. C'est plus important que de tout leur acheter et qu'ils jouent au final avec 5% de ce qu'ils ont. C'est clair. Et que les 95% soient dans les placards. Ok. En fait, l'idée, peut-être on l'a pas dit au début, et c'est vrai qu'on l'a même pas dit, c'est de ne pas se limiter à un seul épisode. Parce que ce serait nul de juste dire « Et ils s'en vont ». Au revoir. On sait même pas où ils atterrissent. Ça se trouve, ils seront au milieu du Canada, qui pourront pas repartir pour plein de trucs. Non, je veux pas te porter la poisse. Ça sera de ta faute. Bah, on fera un épisode. Ce serait cool. Non, l'idée, c'est effectivement d'enregistrer plusieurs épisodes. Donc, c'est pour ça qu'on fait un peu un état des lieux de toute la préparation. On suivra. Alors, ce sera moins cool parce qu'on n'aura plus le micro et ce sera par Zoom, mais ça marche très bien aussi. La preuve en est avec Teddy et Jimmy, pour ceux qui suivent. Là, maintenant que ça se concrétise, puisque le boulot, ça se termine dans quelques jours, je suppose que pour ta femme, c'est bientôt la fin de l'année, c'est à peu près le même schéma. Bah, elle va arrêter. Elle dit au revoir. 4 ou 5 jours, et puis on décolle. Ouais, elle dit au revoir, mais elle dit un vrai au revoir. Chaque année, elle dit au revoir, mais là, elle dit au revoir aussi à ses collègues. Ouais. Quand vous y pensez, tous les deux, et on va parler aussi après des enfants, mais quand vous y pensez tous les deux, là, il y a plus de l'excitation ou plus des « oh mon Dieu, test PCR, test truc, machin, truc, la vote ». Là, pour l'instant, c'est quoi l'émotion qui prédomine chez vous ? En fait, il n'y en a pas vraiment, c'est un ascenseur émotionnel plusieurs fois par jour. D'accord. Pour le coup, c'est vraiment ça, si tu vas voir quelqu'un, tu sais que tu le reverras plus, ça te crée forcément une espèce d'émotion. Tu vois, moi j'arrête le boulot là dans quelques jours, ça va me fait vraiment mal au cœur de laisser mes équipes, même si je sais qu'elles sont entre très bonnes mains, ça te laisse toujours quand même un petit côté affect, où tu te dis, bah voilà, c'est une page qui se tourne, et je sais que voilà, ça va être une soirée où ça va être difficile, le dernier jour va être avec pas mal d'émotions pour moi, et... Tu vas chialer, quoi, faut le dire, bordel. Je suis un bonhomme, je suis un bonhomme. Mais pour le coup, et puis après, dès le lendemain matin, tu repars en fait dans tes projets, et donc en fait, t'as pas vraiment suffisamment de temps de te poser pour ça, mais plusieurs fois dans la journée, tu peux faire cet ascenseur émotionnel, et le moindre petit truc peut te mettre des doutes, et après tu repars dans ton projet, et tu te reposes des questions, et c'est pour ça que j'admire encore plus les gens qui le font seuls, qui ont personne pour échanger. Les gens nous disent vous faites ça avec 3 enfants, vous êtes des fous, en plus vous avez des jeunes enfants. Bah je pense que je plains encore plus les gens qui le font seuls, et je les admire encore plus parce que t'as que tes amis ou tes proches à qui tu peux dire les choses mais qui te comprennent pas forcément, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Et pour les enfants, ils sont dans quel état d'esprit là actuellement? Ils s'en rendent pas compte pour l'instant, peut-être la petite dernière, peut-être moins. Ouais, en fait ils nous le font tous comprendre à leur façon. Bizarre. C'est ça, c'est bien fait les enfants. Et c'est pas toujours simple de les rassurer quand nous-mêmes on est parfois inquiets, mais on essaye je vais encore parler comme un manager, mais de libérer la parole en fait, de savoir. Souvent ça se regroupe. Oui, c'est pas très éloigné. Ça, exactement. De libérer la parole pour que les choses soient dites et qu'on partage aussi nos inquiétudes, qu'on passe pas pour un roc qui croit au projet et qui n'a jamais de doute, c'est faux. Que les enfants le comprennent, mais sans non plus leur donner tout notre stress, parce qu'ils ont quand même besoin d'avoir des parents qui sont rassurants en face d'eux. Donc je dirais qu'il y a quand même de l'inquiétude, de l'excitation, et surtout ce petit côté stress de waouh, je sais pas ce qui va se passer quoi. Ouais, je vais être dans l'avion, je vais décoller, je sais pas ce qui va se passer après. Et et on terminera là-dessus, comme ça après on reprendra à ce moment-là. Ce vol du 13 juillet, il fonctionne comment? C'est un direct? Il y a une halte garderie? Alors on a fait le choix d'un direct, ouais. Parce que pour le coup on aurait pu prendre une escale, mais je pense que ça va être le voyage de notre vie, parce qu'on part quand même en plus avec 3 enfants, avec 3 chats aussi, parce qu'on laisse pas les animaux ici. Normal, 3 chats, ce serait trop facile sinon. C'est ça, t'as des animaux, tu les assumes, tu t'en occupes et tu les prends avec toi. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses. Donc ça va être un périple. Pour le coup, on parle de Charles de Gaulle vers 10h du matin. On va arriver là-bas à 11h du matin, donc il y a 9 heures de décalage horaire en avant. Donc en fait, on n'aura qu'une envie, c'est de dormir, mais il sera le début de la journée là-bas. Et quand on va arriver, on va, je pense, devoir attendre 1 heure ou 2 pour passer à la douane pour demander notre permis, aller dans le Airbnb et enfin pouvoir se poser. Puis je pense le lendemain attaquer toutes les démarches. Ouais.
Donc ça va être un long voyage, ça va être un sacré périple. Mais voilà, c'est peut-être un des trucs qu'on redoute le plus en fait. Je pense ce fameux voyage. Et je pense que c'est important de le signaler et j'ai oublié de revenir dessus. C'est ça de faire les trucs en live. Peut-être qu'on peut préciser que t'es pas un grand voyageur à la base. Non, pas du tout. C'est quoi ton plus grand voyage? Je réfléchis, je pense que c'est l'Italie. Folie. Ouais, je suis jamais sorti de l'Europe pour le coup, j'ai jamais voyagé quand j'étais gamin. Et puis après toutes mes études, j'ai toujours bossé en fait, j'ai toujours bossé en contrat étudiant, même avant mes 18 ans, mais chut, faut pas le dire. Mais pour le coup, j'ai toujours bossé, j'ai payé mes études comme ça, j'ai payé ma première voiture comme ça et tout ça. Donc et après j'ai fait aussi un choix de vie d'avoir des enfants jeunes, de construire ma vie plutôt sur le côté matériel et carrière. Donc non, pour le coup, ma femme a déjà été au Canada, mais plutôt du côté Québec, à Montréal. Et moi, non, je suis jamais sorti de l'Europe. Et donc, pour moi, c'était important de le resignaler avant de terminer l'épisode. Non pas que c'est une tare, bien au contraire, mais ça rend encore plus fou le voyage de n'avoir pour toi jamais mis les pieds au Canada. Pour elle, avoir mis les pieds à Montréal ou au Québec, mais loin de ce qu'est Vancouver et la Colombie-Britannique. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le signaler et de le souligner pour montrer encore plus le wow, le coup de chapeau que je donne à votre choix et votre aventure. Donc Loïc, nous, on va pas se dire vraiment au revoir, on va se dire un semi-au revoir, un au revoir physique, mais on se verra en visio de toutes les manières. L'idée, c'est d'essayer d'enregistrer des épisodes régulièrement, mais pas trop souvent, parce que le but c'est que t'aies des trucs à raconter, des petites aventures. J'ai découvert mon lit, je me suis perdu dedans, il était tellement grand et j'ai dormi toute la première journée et toute la deuxième et toute la troisième, mais après c'était bon, j'étais voilà, ce genre de petite aventure. Donc nous tu seras un invité récurrent, et ça j'aime bien moi les invités récurrents, parce que ça fait un peu, on suit les gens, on les voit changer, on les voit évoluer. Peut-être que dans 6 mois, tu diras, on le fait en anglais, s'il te plaît. Bon, je te dirai, merde, je vais être un petit peu, je ferai que rebondir. Oh yes, so nice. Voilà, non, ça va. Je pourrais éventuellement faire du franglais, ça va. Je devrais me débrouiller. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, messieurs, mesdames, ceux qui ont écouté le podcast, vous risquez d'entendre assez régulièrement la voix de Loïc. Peut-être la famille aussi une fois sur le podcast. Pourquoi pas, sûr, ce serait l'occasion. Tout le monde parle et tout. Bon, il faudra un peu de discipline, mais ça, je sais que en tant que manager, tu sauras faire un cadre, hop, et boum, c'est fait. Exactement. En tout cas, Loïc, je peux que te souhaiter bon voyage. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je te souhaite à toi et puis à toute ta famille forcément. Je leur fais un clin d'œil. Je te remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast et puis d'accepter de suivre un petit peu tes aventures et de les partager avec monsieur et madame tout le monde qui voudront bien écouter le podcast. Écoute, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, et si ça peut aider certaines personnes aussi à se décider, ou ne serait-ce qu'à réfléchir un peu au projet qu'ils veulent faire, de voir aussi un peu l'envers du décor de tout ce qu'on te vend, écoute, si ça peut aider ces gens-là, avec grand plaisir. C'est le but aussi. Bon voyage. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode qui pose les bases de l'aventure familiale de Loïc. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir un autre épisode des aventures de Loïc, et mercredi pour un prochain épisode de Loin de chez soi.